On vous propose maintenant de faire quelques petits exercices liés à Nano et à la compilation de Java. Donc commençons par modifier notre programme maclass.java pour introduire une erreur toute bête, c'est-à-dire je mets une majuscule à public au lieu de mettre une minuscule à public. Si je fais ça, à ce moment-là, et que je compile avec Javac, je vois quoi? Eh bien je vois une erreur à la compilation. C'est une erreur qui est trouvé, qui est remarqué par le compilateur Java, c'est-à-dire avant même d'essayer d'exécuter le code, simplement il remarque que la syntaxe est problématique. Donc ici, le P majuscule ne devrait pas être là. Donc je vais corriger cette erreur-là et je vais en introduire une autre. Par exemple, une division par 0. Okay, donc si j'essaye de faire une division par 0 ici, donc je fais un 1 sur 0, eh bien on sait que une division par 0, normalement ça crée une erreur. Mais à quel moment? Est-ce que c'est au moment de la compilation? Non, ça n'est pas au moment de la compilation. C'est au moment en fait de l'exécution de la classe. Quand j'exécute la classe, il y a une exception qui est lancée, ou une exception qui est levée. En l'occurrence, c'est l'exception arithmetic exception, division par 0. Okay. Et de la même manière que pour l'erreur au-dessus, il nous indique à quel endroit se trouve le problème. Hein. Là-haut, c'était en ligne 7, colonne, enfin au tout début de la ligne. Ici, bah, c'est en ligne 15. Il nous indique où se trouve le problème. Alors, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est d'écrire un programme Java qui va faire des petites choses toutes simples et on va devoir l'écrire. Alors, un petit conseil quand vous devez écrire un programme Java, c'est d'avoir deux fenêtres. Donc ici, je trouve une deuxième fenêtre. Alors, attendez simplement que je me mette avec mon utilisateur correct. Voilà. Donc, je suis dans dev1 td4. J'ai comme ça un écran à gauche, un écran à droite, et tous les deux sont dans mon répertoire TD4. Avec l'un des deux, je vais ouvrir un fichier qui sera ma classe. Alors je dois écrire un programme, on ne précise pas le nom de la classe, donc simplement je vais écrire programme.java. Et si c'est un fichier qui s'appelle programme.java, ben, ma classe doit s'appeler programme. Okay, donc je vais écrire public class programme. Et ici, je fais intentionnellement une petite erreur puisque j'ai pas mis de minuscule. Pardon, j'ai pas mis de majuscule à programme, alors que j'en ai une dans le nom de fichier. On va voir ce que ça fait. Puis ensuite, je déclare ma méthode principale, public static void main string crochet args. Alors ici, je fais volontairement une deuxième erreur puisque j'ai écrit rags plutôt que args. En réalité, c'était pas volontaire, mais disons que ça peut servir. Et puis je vais d'abord afficher mon nom. Okay, donc on va afficher ici systemout.println. Donc je vais afficher mon nom. Donc, dire NRI. Ok. Je sauve ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai ouvert un deuxième terminal? Bah, c'est tout simplement parce que comme ça, sans quitter mon code, je peux ici aller compiler ma classe et voir ce qui se passe. Et vous voyez que la première chose qui se passe, c'est ici à la ligne 1. Attention, la classe programme est publique et donc devrait être déclarée dans un fichier qui s'appelle programme.java. Or, mon fichier a une majuscule, ma classe n'a pas de majuscule, donc il y a un problème. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement corriger le nom de la classe et on va mettre une majuscule. Je sauve, et puis je repasse à droite et je recompile. Et cette fois-ci, c'est passé. Donc vous voyez que le RAGS n'a pas posé de problème. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est un nom de variable. On a l'habitude de l'appeler args, mais si on lui donne n'importe quel nom, bah, ça va marcher aussi. Je peux sauver ça, compiler, et ça va marcher quand même. Okay. Donc maintenant, je vais lancer la classe pour voir, et effectivement, ça affiche NRI. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut demander un nombre à l'utilisateur. Ok, c'est parti. Donc pour demander un nombre à l'utilisateur, on va utiliser un scanner. New scanner system in. Alors attention, quand on utilise un scanner, il faut faire un import. NetBeans le fait en général pour nous. Ici, il faut utiliser un import explicite. Ensuite, je dois demander un nombre à l'utilisateur. Alors disons un nombre double, next double. Et je vais le mettre dans une variable que je vais appeler input. Okay. Alors avant de demander un nombre à l'utilisateur, je vais afficher simplement systemout.println entrer un nombre. Voilà.
Et ensuite, je dois afficher l'inverse de ce nombre. Donc systemout.println. Et l'inverse est... Et puis ici, j'affiche 1 sur input. Ok, je sauve tout ça. Je retourne pour compiler. Il faut toujours recompiler avant de réexécuter, sinon ça ne prend pas les derniers changements en compte. Et puis j'exécute le résultat. Là, il faut entrer un nombre, disons 4, et l'inverse est 0.25. Ça marche. Alors remarquez ici, bon déjà j'ai fait une faute de frappe, j'ai mis entrée avec un S plutôt qu'un Z. Et j'avais aussi utilisé println. Alors peut-être vous l'avez remarqué, sur NetBeans, quand vous utilisez print au lieu de println, le prompt ne s'affiche pas avant d'avoir entré le nombre, il s'affiche après. Mais ici, en ligne de commande, ça fonctionne très bien, donc je vais juste mettre un print et je vais recompiler et réexécuter. Donc je recompile, je réexécute. Et donc ici, vous voyez que je peux écrire, entrer un nombre, je mets mon 4 et l'inverse est 0.25, donc ça fonctionne fort bien. Ok, bah voilà, on a écrit un programme Java qui fait exactement ce qui est demandé. Alors, la fin du TD est consacrée à la notion de transfert de fichiers entre Linux 1 et la machine Windows sur laquelle vous vous trouvez. Ça n'est faisable qu'à l'école. Moi ici, par exemple, ma machine, mon terminal, ma console, c'est en fait un console sur ma machine courante. Donc, je ne dois pas transférer les fichiers d'une machine à l'autre puisque je suis sur cette machine. C'est littéralement la machine que je suis en train d'utiliser. Donc, je n'ai pas ce souci-là de devoir transférer des fichiers. Mais à l'école, il est possible d'accéder aux fichiers de Linux 1 à partir de votre machine Windows actuelle. Et donc si vous êtes à l'école sur une machine Windows, il est possible de se connecter à Linux 1 et de récupérer des fichiers. Et il y a une proposition pour ce faire qui se trouve ici dans le pas à pas numéro 5. Là, évidemment, vous pouvez tenter de le faire quand vous êtes à l'école, si vous avez besoin de récupérer des fichiers sur Linux 1. Ce que je ne trouve pas personnellement très intéressant, puisque les fichiers qu'on écrit sur Linux 1 ne sont pas hyper intéressants, mais enfin, ça peut parfois être utile. Notamment quand on veut récupérer des fichiers qu'on aurait créés pendant l'examen, etc. Ok, donc pour conclure ce TD, quelles sont les notions que nous avons vues? Eh bien, on sait maintenant utiliser Nano pour éditer un fichier, n'importe quel fichier, et en particulier des petits programmes en Java. On sait exécuter ces programmes en Java. On sait qu'il faut d'abord les compiler, et puis après on peut exécuter la classe. Attention qu'on n'a pas utilisé de package. Quand on est sur NetBeans, on crée automatiquement des packages en général. Ici, en ligne de commande, on n'a pas utilisé de package. La raison, c'est que c'est un tout petit peu plus technique d'utiliser des packages. C'est pas infaisable, mais enfin, ça rajoute une couche de complexité qu'on n'avait pas envie de mettre dans le TD. Et la dernière chose qu'on a faite, c'est comment générer et visualiser la Javadoc. Donc la générer, ça c'est facile en ligne de commande. Pour la visualiser, ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un environnement graphique, il suffit d'ouvrir les fichiers HTML avec votre navigateur web. Si vous êtes dans un environnement Windows versus Linux 1 à l'école, eh bien, il suffit d'utiliser le navigateur et de le pointer vers une adresse sur Linux 1 précise qui est écrite un peu plus haut dans le TD. Si par contre vous êtes en ligne de commande pure, donc par exemple dans une machine virtuelle et vous n'avez pas installé d'interface graphique sur votre machine, à ce moment-là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Cela dit, c'est faisable aussi. Il suffit de faire Lynx, par exemple. Et il existe des navigateurs en mode texte. Lynx en est un. Lynx, documentation, index.html. Cela dit, le rendu est vraiment pas top. Puisqu'il n'y a pas de JavaScript, donc déjà ça marche moins bien. Et puis en plus, c'est moins joli. C'est beaucoup moins joli. Il y a moyen quand même d'accéder à la documentation. Vous voyez ce que ça donne ici. Mais c'est vraiment pas très joli par contre. Ok. De toute façon, utiliser un navigateur en mode texte est hors du champ de ce TD, donc voilà, on vous en veut pas si vous savez pas le faire. Par contre, c'est bien de savoir le faire à l'école, quand vous êtes à l'école, donc quand vous êtes à l'école, essayez de visualiser. Pour ça, il faut resuivre les étapes du TD.